Bonjour à tous. Alors moi je suis le docteur Oumeida, donc je suis médecin somnologue, donc spécialiste du sommeil. Effectivement, c'est une toute nouvelle spécialité. Donc il y a quelques années, on n'en entendait pas trop parler. Maintenant, ça se développe un petit peu plus. Et puis vous allez voir que dans les années qui arrivent, ça va pousser un peu comme des champignons. Donc je fais partie des premiers, même si on est... Si on nous compte, on est quand même assez nombreux, mais je fais partie des premiers qui exercent en libéral, puisque la plupart de mes collègues sont en centre sommeil. Le but étant de faire un maximum d'études et faire développer beaucoup la recherche autour du sommeil. Donc j'avais préparé un PowerPoint. C'est qui gère le PowerPoint? Ok. Alors je vais essayer, vous me dites si c'est bon. Hein. Non. Alors... Ah, le gros bouton vert. Ok, ça marche. Donc du coup, j'ai préparé un PowerPoint. Alors le but, c'est pas de vous faire un cours théorique. Donc il y a certaines diapos sur lesquelles on va passer assez vite, et puis il y en a sur lesquelles on va passer un petit peu plus de temps. Le but étant que vous repartiez à la maison avec quelques idées sur le sommeil, et puis surtout qu'on ait le temps à la fin pour les questions-réponses s'il y en a. Alors, du coup, je l'ai organisé en deux parties. Une première partie sur le sommeil normal et puis une partie vraiment sur pathologie du sommeil, donc apnée essentiellement, et puis l'insomnie en deuxième, et on parlera un tout petit peu des parasomnies et hypersomnies. Donc les parasomnies, c'est tout ce qui va être somnambulisme, terreur nocturne. Ça peut être aussi les cauchemars, mais pas tous. Ceux qui vont nous intéresser surtout en somnologie, c'est les cauchemars vraiment qui sont là tous les soirs, enfin toutes les nuits, que le patient peut raconter. C'est toujours le même scénario. Donc ces cauchemars-là, en fait, ils évoquent ce qu'on appelle un TCSP, donc un trouble comportemental en sommeil paradoxal. C'est une pathologie qu'on peut diagnostiquer en centre sommeil et puis surtout qu'on peut traiter. Donc ça permet aux patients d'avoir une qualité de sommeil quand même plus confortable. Tous les autres cauchemars, on ne les prend pas en charge, nous, en somnologie. Et puis après, vous avez tout ce qui va être hypersomnie, c'est tout ce qui est narcolepsie, etc. Mais c'est souvent des patients adolescents ou jeunes adultes. Et c'est beaucoup plus rare. Alors, donc du coup, on va commencer avec le sommeil normal. Alors, au début, un plan. Donc on va voir un peu les généralités sur le sommeil, et puis après on va répondre à deux questions, en gros à quoi ça sert, et puis comment ça fonctionne. Et de là vont découler en fait les conséquences d'un mauvais sommeil pour le coup. Donc vous avez la définition du sommeil, alors c'est assez complexe comme définition, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est le physiologique. Alors je ne sais pas si... Est-ce que j'ai une petite lumière? Ouais, c'est ça? Ok. Donc du coup, en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment physiologique ici. Tout le reste, c'est un petit peu moins important. Donc au niveau des généralités, moi comme je dis en consultation, le sommeil c'est un peu comme le visage, donc vous n'avez pas le même que le voisin, vous n'avez pas le même que votre mari ou que votre dame, donc il faut pas essayer de regarder le voisin et savoir un peu comment il dort et puis comparer par rapport à notre sommeil à nous. Autre chose, on n'a pas le même visage à 10 ans, à 20 ans, à 60 ans et à 90 ans. Donc le sommeil évolue aussi chez un même individu en fonction de la période de notre vie. Donc typiquement, une femme enceinte ne dormira pas de la même manière que quand elle ne l'est pas, et puis elle ne dormira pas de la même manière que quand elle aura 60 ou 70 ans. Le temps de sommeil varie. Alors il varie essentiellement à cause pour la sécrétion de l'hormone de croissance, entre autres. Donc c'est pour ça que le nouveau-né dort énormément. L'enfant dort beaucoup, et plus on prend de l'âge, et puis plus on va avoir un temps de sommeil qui va être raccourci. Hop. Alors, le sommeil, à quoi ça sert? En gros, s'il y a un seul truc que vous devez retenir, c'est le sommeil est égal à fonction vitale. Donc, c'est un peu comme la respiration, on en a besoin. Donc, il faut, pour les patients qui ont des troubles du sommeil, c'est ce que je dis en consultation, il faut vraiment faire confiance à votre cerveau, faire confiance à votre corps, parce que de toute façon, il ne peut pas se passer de sommeil. Et c'est quand on essaye de le contrôler que finalement, on se retrouve avec des troubles du sommeil plus importants. Donc, il a trois grands rôles.
une mission de récupération, un rôle mental et une mission de régulation. Donc on va voir rapidement les trois. Donc au niveau de la récupération, donc il y a la récupération physique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui va être hormones de croissance, donc c'est typiquement pendant le sommeil lent profond. Donc c'est pour ça, par exemple, que quand on enregistre des femmes enceintes, on voit qu'ils ont une proportion de sommeil lent profond beaucoup plus importante qu'une femme qui n'a pas d'enfant, enfin qui n'est pas enceinte pour le coup, puisqu'on a besoin de cette hormone de croissance pour faire grandir le bébé. Et c'est pareil, chez un nouveau-né, il va avoir une proportion de sommeil lent profond beaucoup plus importante que plus tard dans sa vie. On va avoir aussi tout ce qui va être conservation énergétique. Donc là, en fait, c'est quand on est réveillé, on a un métabolisme de base qui est assez haut. Et en fait, quand on va dormir, notre métabolisme de base va diminuer. Le but étant que sur le nictémère, sur les 24 heures, en fait, on soit un petit peu à l'équilibre. On a un rôle mental donc, du sommeil. Donc tout ce qui va être maturation cérébrale se fait pendant le sommeil. Et c'est aussi pendant le sommeil, en fait, qu'on va faire un petit peu le ménage. Donc, on va supprimer toutes les connexions dont on ne se sert plus pour essayer de libérer un petit peu d'espace. C'est un peu comme un disque dur. Donc, on libère un peu d'espace pour pouvoir en créer de nouvelles. Tout ce qui va être consolidation au niveau mémoire, c'est aussi pendant le sommeil. Donc, ça dépend un petit peu du type de mémorisation. On a plusieurs types de mémoire, donc mémoire à court terme, à long terme, etc. Et en fonction du type de mémoire qui est mis en œuvre, on aura plus ou moins de sommeil lent et plus ou moins de sommeil léger. Tout ce qui va être régulation psychique et émotionnelle, donc ça c'est plutôt pour ma collègue, mais ça c'est beaucoup en sommeil paradoxal. Vous avez tout un pan, c'est toute une régulation, tout un rôle autour de la régulation hormonale. Donc on sait que quand on regarde par exemple la TSH, l'hormone de la thyroïde, on va voir que ça fluctue en fait sur les 24 heures. Donc ça fluctue aussi en fonction de notre état, si on est réveillé ou endormi. Tout ce qui va être interaction, alors quand on est malade, notre sommeil va changer aussi, puisqu'on va avoir des marqueurs de l'inflammation. Il y en a certains qui sont pro-sommeil, d'autres qui sont pro-éveil. Et en fonction des marqueurs dont on a besoin, on va avoir un sommeil qui va se modifier. Et puis après, pour la multiplication cellulaire, alors ça, on n'en est pas encore tout à fait certain. Mais a priori, le sommeil aurait aussi un rôle là-dessus. Et c'est pourquoi on commence à voir, mais ce n'est pas encore très très franc, mais on commence à s'apercevoir que tout ce qui va être pathologie type cancer sont majorés quand on a des troubles du sommeil. Alors, on a essayé de faire 2 diapos pour expliquer comment fonctionnait le sommeil avec mes collègues de Tours, puisque j'étais formée au CHU à Tours. Donc, on a beaucoup simplifié. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça nous permet d'avoir un support et de pouvoir expliquer 2-3 petites choses. Donc, vous allez avoir cette diapo-là et puis juste celle d'après. Donc, en gros, pour le sommeil, on va avoir 2 processus, le processus circadien et le processus homéostatique qu'on verra sur la diapo d'après. Le processus circadien, en fait, c'est notre horloge qu'on a tous dans notre cerveau et c'est elle qui va réguler notre rythme veille-sommeil. Donc, on dit qu'elle est aux alentours des 24 heures, parce qu'en fait, elle est différente d'un individu à l'autre. Et peut-être que moi, j'ai une horloge de 23h58, peut-être que vous avez une horloge de 24h03. Et en fait, on va réussir à la caler sur notre montre grâce à ce qu'on appelle des synchroniseurs. Donc les synchroniseurs, c'est ce qu'on va essayer, c'est ce sur quoi on va travailler en consultation. On va essayer de les renforcer pour renforcer ce rythme veille-sommeil. Donc on les regarde, on les verra en détail au fur et à mesure. Mais en gros, il y en a 3, c'est l'alimentation, l'activité physique, donc comme a dit mon collègue, et puis l'alternance du jour et de la nuit. L'alternance du jour et de la nuit, c'est le synchroniseur le plus important de notre sommeil, et c'est celui qu'on détaille ici, puisque en fait, vous savez, l'hormone de l'endormissement, c'est la mélatonine, et elle est sécrétée par une zone particulière de notre cerveau, et c'est une zone qui n'a pas beaucoup évolué. Donc elle est très très simple, c'est la même que n'importe quel animal de jour, une vache, un écureuil, ils ont la même zone que nous. Et pour cette zone-là, à partir du moment où il y a de la lumière bleue,
Donc en fait, dans la lumière du soleil, vous allez avoir un faisceau de lumière bleue. Et ce faisceau-là, quand il arrive sur la rétine, si vous voulez, ça envoie un signal à cette zone particulière donc, de notre cerveau pour lui dire qu'en fait, c'est la journée. Et donc, comme c'est la même que pour tous les animaux, pour cette zone-là, ça veut dire qu'il y a danger. Donc, il faut que je reste vigilant. Il ne faut pas que je somnole. Donc, en fait, ça va bloquer notre sécrétion de mélatonine. Le soir arrive, donc normalement on a moins de lumière du jour qui nous arrive aux yeux, et donc le signal est moins fort, et donc la sécrétion de mélatonine est débloquée, et ça entraîne du coup l'endormissement. Donc sur la nuit, en fait, la sécrétion de mélatonine va faire un pic, et puis va redescendre en deuxième partie de nuit pour être vigilant le matin au lever, et puis recommencer une nouvelle journée. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients en fait, qui regardent la télé, et qui regardent la télé jusque très tard dans la nuit, ce qui fait qu'en fait, quand on va regarder la télé, on va avoir de la lumière bleue qui va nous arriver à la rétine. Et en fait, la rétine ne fait pas la différence entre lumière bleue du faisceau du soleil et lumière bleue de la télé. Donc, c'est le même signal qui est envoyé à notre cerveau. Et donc, du coup, pour notre cerveau, eh bien, en fait, c'est que c'est la journée, même s'il est minuit. C'est la journée, donc je stoppe ma sécrétion de mélatonine. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des patients qui vont avoir soit ce qu'on appelle des difficultés d'endormissement, donc c'est des patients qui ont du mal à s'endormir, soit ce qu'on appelle des difficultés de maintien avec des réveils dans la nuit. Donc après, ça dépend, encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun, on est tous différents, puisqu'il y a certains patients qui vont me dire, moi, j'arrive pas à dormir, mais mon conjoint, on regarde un film, il s'endort devant la télé. Donc c'est vraiment patient dépendant. Après, vous avez le processus circadien donc, qui est là. Lui, c'est une sorte de sablier, si vous voulez. Donc vous allez faire vos activités de la journée, jardinage, bricolage, du sport, etc. Donc vous allez créer de l'énergie. Et à côté de ça, en fait, vous allez venir entasser ce qu'on appelle de l'adénosine, donc c'est une sorte de déchet, on va dire, au niveau de notre cerveau. Et ça va remplir mon sablier. Plus mon sablier est rempli, et plus en fait ça va faire monter ce qu'on appelle la pression de sommeil. La pression de sommeil, c'est la facilité à s'endormir et la facilité à garder le sommeil jusqu'au matin. Donc plus on aura rempli notre sablier, et plus normalement le sommeil est de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que nous on dit, voilà, il faut essayer de bouger. Alors on dit qu'il faut faire une activité physique pendant 1 heure par jour. Alors c'est pas aller courir un footing tous les jours pendant 1 heure. Mais si vous allez chercher votre pain 10 minutes à pied à la boulangerie, ben, ça compte dans l'heure. Vous faites 30 minutes de jardinage, ça compte aussi. 15 minutes de ménage, ça compte. Enfin, voilà. On met toutes les activités physiques dans le même panier. Donc la pression de sommeil va monter, et du coup ça va entraîner, comme je vous disais tout à l'heure, donc l'endormissement, et on arrive sur la nuit d'endormissement. Donc comme vous le savez, on a des cycles de sommeil. Donc c'est ça qui définit en fait notre sommeil de nuit. Et dans chaque cycle, vous avez du sommeil léger. Alors le sommeil léger, il est là, c'est le stade 1-2, du sommeil profond, et puis du sommeil paradoxal, donc le sommeil des rêves. Et après, il y a un réveil qui est physiologique, et puis après, de nouveau, un autre cycle, réveil, un autre cycle, réveil. Alors ces réveils-là, souvent, ils passent inaperçus, parce qu'en fait, c'est hyper court, et surtout chez les jeunes. Plus on va avancer en âge, et en fait, plus on va avoir un temps de sommeil qui va être raccourci, et une proportion de sommeil léger beaucoup plus importante, et puis on va devenir de plus en plus sensible à ces réveils dans la nuit. C'est pour ça que parfois, il y a certains patients qui, malgré la thérapie, vont garder toujours un réveil, par exemple, sur les coups de 3 heures du matin, et on ne pourra pas le faire complètement disparaître. Parce qu'en fait, c'est un éveil finalement physiologique. Pareil, dans la thérapie, donc on essaye de jouer sur plusieurs versants, et on va jouer aussi sur le versant de la température. Donc comme vous le savez, pour s'endormir, il faut qu'on diminue notre température corporelle. C'est pour ça qu'on entend partout une chambre fraîche, donc en gros 17-19 degrés, mais pas plus. Le repas pour nous, c'est avant 20h dans l'idéal. Il ne faut pas sauter le dîner, parce que quand on a faim, c'est associé à des signaux d'éveil. Mais il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, et puis trop tard. Donc en gros, pas de McDo à 23h, voilà, juste avant de dormir. Le sport, pour nous, l'idéal, c'est le matin ou en début d'après-midi.
essayez d'éviter tout ce qui va être séance de sport en soirée, même si, de manière globale, on est quand même pro-sport, donc pour les jeunes adultes, si vous n'avez qu'une séance Basic Fit à 20h, eh ben, allez-y quand même. Et puis, vous allez jouer sur votre sablier pour le coup, comme vous allez créer de l'énergie. Et puis, par contre, à la fin de la séance, une douche un peu tiède pour diminuer notre température. Hop. Et parmi les mesures qu'on met en place aussi en thérapie, il y a ce qu'on appelle le 15-20. Alors, le 15-20, c'est je suis dans mon lit, j'essaye de m'endormir, le sommeil ne veut pas venir. Au bout de 15 minutes, alors il ne faut pas se chronométrer, hein, mais c'est dû à peu près, ça fait 15 minutes que je tournicote dans mon lit et je n'arrive pas à m'endormir. Dans ce cas-là, je dois me lever de mon lit, faire ce qu'on appelle une activité neutre, donc ça fait partie aussi des mesures qu'on met en place. Donc une activité neutre, c'est une activité donc, de votre choix, mais sans écran et sans activité physique. De la lecture, du coloriage, du mandala, du tricot, voilà, ce que vous voulez. Donc je reprends mon activité neutre, donc mon activité rituelle, et j'en fais donc soit jusqu'au signe de somnolence. Donc par exemple, si je choisis de la lecture, je prends ma lecture. Si au bout de la page, je ne sais plus, les lignes s'en mêlent, je ne suis plus concentrée, dans ce cas-là, je retourne dans mon lit. Si par contre, je suis prête à lire des heures et des heures, dans ce cas-là, je me cantonne à 20 minutes. Le but, ce n'est pas de vous faire lire un livre entier en pleine nuit, mais c'est de retenter au bout des 20 minutes le réendormissement. Donc ça joue sur deux choses, puisqu'en fait la thérapie, c'est une sorte de conditionnement cérébral. Donc le cerveau marche beaucoup avec des signaux, des repères, et en fait on va essayer de faire en sorte que votre lit soit un signal d'endormissement. Pour ça, on va essayer de supprimer toutes les périodes où vous êtes réveillé dans votre lit. C'est pour ça qu'on vous fait lever avec le 15-20. Et puis, on joue aussi sur la température, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour s'endormir, il faut qu'on diminue notre température. C'est plus facile à faire dans un lit frais, parce qu'on sera parti et qu'il aura eu le temps de se refroidir, plutôt que dans un lit chaud, dans lequel on aura fait un peu la crêpe pendant une demi-heure. Hop, donc voilà, donc ça c'est le sommeil, comment ça marche. Et du coup, au niveau des conséquences, donc un mauvais sommeil, c'est soit un sommeil qui n'est pas assez important en termes de durée, soit un sommeil de mauvaise qualité. Donc les deux ont les mêmes conséquences finalement, et en fait ça découle un petit peu des rôles qu'on a vus du sommeil. Donc à court terme, tout ce qui va être irritabilité, parce qu'en fait, quand on est en dette de sommeil, on est souvent en dette de sommeil paradoxal en premier. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le sommeil paradoxal, c'est celui qui nous permet de gérer nos émotions, notre humeur, etc. Donc tout ce qui va être irritabilité. À plus long terme, tout ce qui va être trouble psychiatrique, donc je laisserai ma collègue en parler. Et donc à court terme, tout ce qui est trouble de la concentration, trouble de la mémoire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au rôle mental du sommeil. La somnolence, parce que on l'a dit, le sommeil est une fonction vitale, donc à partir du moment où on n'en a pas assez, notre corps va essayer de récupérer quand il peut. Et donc du coup, ça peut entraîner de la somnolence dans la journée. À long terme, tout ce qui va être pathologie cardiovasculaire, on en parlera surtout dans l'apnée. Tout ce qui est pathologie métabolique, c'est plutôt en lien avec le profil des hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis les cancers, point d'interrogation, comme je vous le disais, on n'en est pas encore sûr. Les études sont encore en cours. Voilà pour la partie sommeil normal. J'espère que ça a été. Je ne sais pas si on fait les questions maintenant ou à la fin. À la fin, ok. Donc du coup, j'enchaîne. S'il y a des questions, vous me les poserez sans souci. Donc j'enchaîne sur les pathologies du sommeil. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si je suis en avance, en retard, mais voilà, je fais un peu au feeling. Allez. Donc au niveau pathologie du sommeil, on va essayer de suivre ce plan-là. Donc rappel, on va passer hyper vite. C'est la même diapo que la dernière du PowerPoint d'avant. L'agenda du sommeil, parce qu'en fait, c'est vraiment l'outil premier dans la consultation sommeil. L'insomnie aiguë, l'insomnie chronique, je vais évoquer 2-3 trucs, mais en fait, on a déjà vu pas mal de choses. L'apnée et puis les hypersomniques dont on a parlé tout à l'heure.
Hop, donc ça, c'était la diapo d'avant, je repasse pas dessus. Donc l'agenda du sommeil, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on va vous demander en consultation sommeil. Ça nous permet d'avoir une image de votre sommeil sur plusieurs jours. Donc généralement, le tableau, ça englobe à peu près 2 semaines et demie. Et le but, c'est d'essayer de dessiner votre sommeil. Donc ça se remplit le matin pour ce qui s'est passé dans la nuit, et puis le soir, si jamais il y a eu une sieste. Ça se remplit tous les jours, puisqu'il nous faut des jours qui se suivent. Et en fait, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle un aspect en accordéon avec ce qu'on appelle donc des nuits de rattrapage. Ça peut être... alors, quand on a une mauvaise nuit, on a obligatoirement du rattrapage, puisque c'est une fonction vitale. Par contre, il y a certains patients qui vont se rattraper tout de suite la nuit d'après, d'autres 3 jours après, d'autres 15 jours après. Et d'autres, en fait, ils ne vont même pas voir la différence parce qu'ils ne vont pas se rattraper en termes de durée, mais ils vont se rattraper en termes de proportion de sommeil profond. Donc ça se présente comme ça, ça commence à 20... Donc chaque ligne correspond à 24 heures. Ça commence à 20 heures, ça se finit à 20 heures. Flèche vers le bas, c'est quand vous allez au lit. Même si c'est pour regarder la télé, lire un livre, etc., il faut me mettre l'heure de mise au lit, l'heure de lever du lit, et en fait, quand vous dormez, vous allez griser. Donc là, vous voyez dans l'exemple, la personne s'est couchée à 10h30, elle s'est endormie à minuit, de 3 à 4, c'est blanc, donc elle était réveillée, et elle s'est rendormie jusqu'à 6h. Les S, c'est la somnolence dans la journée. Si jamais vous faites la sieste, en fait, il faut faire un peu comme ça, flèche vers le bas, flèche vers le haut, du gris entre les deux flèches si vous avez dormi. Donc c'est là-dessus qu'on verra pas mal de choses. Quelle est la quantité de sommeil? Est-ce qu'il y a des réveils? Est-ce qu'il y a des difficultés d'endormissement? Sur quoi est-ce qu'il va falloir qu'on travaille en thérapie? Donc du coup, on fait la distinction entre l'insomnie aiguë et puis l'insomnie chronique qu'on verra juste après. Donc l'insomnie, il nous faut au moins 3 fois par semaine soit des difficultés d'endormissement, soit des difficultés de maintien, donc des réveils dans la nuit, soit les deux. Et aigu, c'est avant 3 mois, chronique, c'est à partir de 3 mois. Donc là, typiquement, c'est le patient qui est hospitalisé, qui s'inquiète pour sa santé, donc qui développe des troubles du sommeil. Là, l'enjeu, c'est essayer de trouver le facteur déclenchant et puis travailler sur tout ce qui va être hygiène de sommeil pour ne pas passer sur le chronique. Alors là, les somnifères peuvent être intéressants, mais encore une fois, quand on met en place un somnifère, ma collègue sûrement le dira aussi, quand on met en place un somnifère, il faut avoir un contrat, entre guillemets, entre le médecin et le patient, puisqu'il nous faut une date de fin de traitement. Les somnifères, normalement, ne sont pas à mettre au long cours. Donc, quand on commence, il faut avoir une date d'arrêt. On travaille sur l'hygiène de sommeil pour essayer, en fait, une fois que le facteur favorisant est passé, donc typiquement l'hospitalisation, il faut que le patient puisse récupérer son rythme habituel de sommeil et ne pas laisser perdurer toute la mécanique de l'insomnie, puisqu'en fait, c'est comme ça que l'insomnie chronique démarre. Il y a un événement qui peut être parfois même positif, typiquement la naissance d'un enfant, la maman est hyper vigilante les premières semaines, et puis on les voit maintenant, les mamans avec l'enfant qui est adulte, qui est parti de la maison, et pourtant elles ont toujours la même mécanique de sommeil, et donc c'est ce qu'on essaye de déconstruire en consultation. Donc l'insomnie chronique, comme je vous le disais tout à l'heure, donc à partir de 3 mois. Alors primaire, ça veut dire que ce n'est pas lié à une autre pathologie du sommeil, donc syndrome d'apnée, donc on évoquera tout à l'heure. Le syndrome des jambes sans repos, comme l'a évoqué mon collègue. Donc le syndrome des jambes sans repos, c'est quand on est réveillé, donc c'est typiquement des patients qui sont obligés de gigoter les jambes, parce qu'en fait, ils sont gênés, ils ont l'impression d'avoir les jambes dans un étau, ou des fourmillements, ou des picotements, enfin voilà, il y a différents profils. Et en fait, ça passe dès qu'ils bougent, donc ils sont obligés de se lever ou de gigoter dans le lit. Et c'est souvent associé, mais pas tout le temps, à l'équivalent dans le sommeil, que sont donc les mouvements périodiques de jambes. Et en fait, les mouvements périodiques de jambes vont entraîner des réveils dans la nuit. Donc on fait tout un bilan, c'est pour ça qu'en consultation, on va vous donner tout un tas de questionnaires pour essayer de voir si c'est lié à autre chose, puisque la thérapie, c'est une modification de vos habitudes, essayer de recaler le rythme, mais si en réalité il y a une pathologie qui vient perturber votre sommeil, on aura beau vous dire pas d'écran, pas de des heures de coucher, de lever strictes, s'il y a de l'apnée, il y a de l'apnée, et puis voilà. Hop.
Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui va être somnifère, pour le coup, quand c'est du chronique, c'est plus indiqué en première intention. Ce qui est indiqué en première intention, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en consultation, c'est conditionner votre cerveau, essayer de caler le rythme veille-sommeil. Et en fait, on a plusieurs mesures. Donc, vous venez en consultation et à chaque fin de consultation, vous repartez avec un objectif à mettre en place à la maison. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors, comme toute thérapie, il y a des patients qui sont non répondeurs, mais ça reste assez rare. En 2 ans et demi, il y a une patiente chez qui ça n'a pas marché. Sinon, pour tous les autres, ça a quand même bien fonctionné. Alors oui, juste par rapport aux résultats de la thérapie, il faut pas avoir d'objectif surréaliste. Il y a certains patients qui viennent me voir en me disant « Oui, mais moi, j'aimerais bien dormir comme quand j'avais 20 ans. » Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sommeil évolue avec l'âge, donc il faut avoir des objectifs qui soient atteignables. Donc les bases de la thérapie, en fait, on va se baser sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur le processus homéostatique, donc l'activité physique quotidienne, le processus circadien, donc l'activité physique, l'idéal c'est de la faire à l'extérieur, comme ça vous avez la lumière du jour, la température, donc avec le 15-20, je me lève de mon lit, je vais dans mon lit que pour dormir et c'est tout, éviter tout ce qui va être écran, etc., etc. On a plein de mesures à mettre en place, c'est ce qu'on voit après en consultation et ce dont on discute ensemble. Hop. Donc, la restriction du temps passé au lit, c'est un petit peu comme... Donc, le 15-20, on l'a vu tout à l'heure. La restriction du temps passé au lit, c'est essayer de supprimer toutes les périodes où vous êtes réveillé dans votre lit. Donc, c'est pour ça qu'on va définir 1 heure de coucher, 1 heure de lever, qui seront strictes au départ, et puis après, de plus en plus lâches. Le but, c'est que vous alliez au lit quand vous en ressentez le besoin, et pas parce que c'est l'heure qu'on aura définie. Tout ce qui va être hygiène de sommeil, donc on l'a dit, et puis à la toute fin, pour les patients qui ont des somnifères, c'est là où on va essayer de les arrêter. L'autre grosse partie de la patientèle, c'est pour les apnées du sommeil. Alors, en gros, c'est... Typiquement, on a des profils types. C'est le patient en surpoids qui fume, qui ronfle énormément, qui se lève plein de fois pour aller faire pipi, qui se lève le matin avec des maux de tête, qui se lève dans la nuit trempé avec des sueurs nocturnes, qui somnole sur le canapé ou à table. Voilà, donc ça, c'est vraiment le profil typique. Après, on a des patients... jeunes qui ne sont pas forcément en surpoids et qui se plaignent que d'être somnolents, d'être fatigués, d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc pour le coup, il n'y a pas 2 apnéiques non plus qui se ressemblent. Et en fait, c'est pour ça qu'on va essayer de raisonner sur un faisceau d'arguments pour dire, voilà, ce patient-là, je pense effectivement qu'il fait de l'apnée, ce patient-là, j'y crois pas trop. Et dans tous les cas, de toute façon, il nous faut un enregistrement et c'est vraiment l'enregistrement qui va nous poser le diagnostic. Donc l'apnée, en gros, c'est quoi? Alors là, il faut imaginer que la tête du patient, donc là on voit son menton, sa bouche, son nez, sa langue ici, et en fait il est sur le dos. Pourquoi sur le dos? Parce que c'est la position qui va donner le plus d'apnée du sommeil, donc ça rejoint un peu ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure par rapport à la position. Donc quand on dort sur le dos à plat, c'est là où les apnées viennent le plus souvent. Donc là, vous voyez, le patient respire bien, donc l'air passe bien partout. Et en fait, on va avoir une zone un petit peu particulière ici, parce qu'au niveau du nez et au niveau de la trachée, c'est assez rigide. Donc les voies aériennes sont maintenues, soit par des os, soit par du cartilage. Mais ici, il n'y a que du tissu mou. Donc en fait, c'est des muscles dilatateurs qui vont venir ouvrir cette partie-là quand vous êtes réveillé. Et quand vous allez dormir, comme le tonus musculaire diminue, ça va avoir tendance à s'affaisser ici. Et donc, ça se ferme partiellement, c'est ce qu'on appelle une hypopnée, ou complètement, comme ici, c'est ce qu'on appelle une apnée. Juste avant le stade d'hypopnée, en fait, quand ça commence tout juste à se fermer, ça vibre et c'est ça qui entraîne les ronflements. Donc, la question chez les patients ronfleurs, c'est est-ce que c'est des ronflements simples, c'est-à-dire qui ne sont pas associés à de l'apnée, ou est-ce que c'est des ronflements qui deviennent juste après une hypopnée, puis éventuellement une apnée. Dans ces cas-là, il y a un retentissement sur la santé et donc, du coup, il faut traiter. Donc là, vous voyez, il y a une apnée complète, donc l'air ne passe plus. Donc pour pouvoir compter une apnée, il nous faut au moins 10 secondes. Donc ça veut dire que tous les arrêts de la respiration de moins de 10 secondes ne sont pas comptés quand on analyse le tracé.
Donc là, au moins 10 secondes. Pendant ce temps-là, il n'y a plus d'échange et donc le taux d'oxygène dans le sang va diminuer. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à de l'apnée. C'est pour ça que vous voyez énormément de patients maintenant qui ont la machine. D'ailleurs, j'ai ramené des trucs, si ça vous intéresse de les voir de plus près, donc, par rapport au traitement pour l'apnée. Alors, le diagnostic, comme je vous disais tout à l'heure, donc on ne peut pas se passer d'enregistrement. Alors, dans l'idéal, c'est une polysomnographie, donc avec les électrodes sur la tête, des sangles pour voir les mouvements du thorax et de l'abdomen, un capteur dans le nez, on ne le voit pas très bien, pour voir l'inspiration et l'expiration, et un capteur au bout du doigt pour le taux d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est vraiment dans l'idéal. Pourquoi je dis dans l'idéal? Parce qu'en pratique, on fait pas ça en première intention, on fait plutôt une polygraphie ventilatoire qui est là, où en fait vous avez la plupart des capteurs, sauf que vous n'avez pas ceux au niveau de la tête. Pour la polygraphie, l'avantage c'est que c'est plus simple à analyser, donc on est quand même plus nombreux. Il y a certains ORL, il y a certains cardio qui le font aussi. Pour la polysomno, je serai la seule ici. Les deux peuvent se faire maintenant en ambulatoire. Avant, il fallait dormir à l'hôpital pour le faire sur une nuit. Maintenant, ça se fait assez facilement. Et donc, ça va nous donner un score, c'est ce qu'on a là, donc c'est ce qu'on appelle l'index d'apnée. Alors, on fait tous quelques apnées dans la nuit, c'est pour ça que la valeur normale, ce n'est pas 0, mais pour être dans les clous, en fait, il faut faire moins de 5 apnées par heure. Entre 5 et 15, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'apnée léger, entre 15 et 30, c'est modéré, et au-delà de 30 par heure, c'est sévère. Nous, on va commencer vraiment à traiter à partir de 15 apnées par heure. En dessous, le risque cardiovasculaire n'est pas suffisant pour justifier d'un traitement. En tout cas, ce ne sera pas un traitement qui sera pris en charge par la Sécu. Et à partir de 15, là, c'est pris en charge par la Sécu puisque le risque cardiovasculaire est plus important. Dans tous les cas, donc on a 2 traitements, nous, pour l'apnée. On a la PPC, donc c'est le masque, typiquement, qui est assez connu. Et puis après, on a l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est moins connue. Donc, c'est des traitements qu'on va réserver, comme je vous le disais, donc à partir de 15. Par contre, pour tous les patients, ce sera travailler sur les facteurs de risque, qui sera vraiment le gros objectif, puisque ni l'orthèse ni la machine ne vous guérit de l'apnée. Ça vient un petit peu en béquille, donc ça vient en soutien, mais dès que vous arrêtez ou dès que vous ne l'avez pas, parce que vous êtes parti en week-end, vous avez laissé la machine à la maison, vos apnées vont revenir. Vraiment, ce qui va vous guérir de l'apnée, c'est de jouer sur les facteurs de risque. Donc, facteurs de risque, c'est l'alcool, le tabac et le surpoids. Donc, c'est ce que je mettais là. Donc, le syndrome d'apnée modérée, c'est entre 15 et 30. Donc là, on a le choix entre 2 traitements, l'orthèse ou la machine. Et puis, à partir de 30, on ne se pose plus tellement la question. C'est surtout la machine qui est préconisée. Donc, l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est ça. Donc, c'est une sorte d'appareil dentaire. C'est fait par les dentistes. Et en fait, vous avez 2 gouttières, une en bas, une en haut. Et par le système de biellette qui est ici, en fait, on va essayer de tracter la mandibule, donc la mâchoire du bas vers l'avant pour libérer le passage de l'air derrière. Donc, si on reprend notre schéma, voilà là. Donc là, on voit que c'est bouché. Et en fait, le but de l'orthèse, c'est de prendre cette mâchoire-là et puis de l'avancer pour que ça laisse un peu le passage derrière. La machine, elle va souffler de l'air sous pression pour pousser, si vous voulez, l'obstacle et faire disparaître l'apnée. Hop. Alors du coup, pour l'orthèse, on va avoir des contre-indications définitives. C'est des antécédents un antécédent de fracture de la mâchoire. Et puis, il nous faut au moins 4 dents par arcade pour pouvoir s'accrocher dessus, entre guillemets. Hop. Et puis ça, du coup, c'est la PPC, donc c'est le masque dont je vous parlais, qui est quand même plus connu que l'orthèse. Donc typiquement, une boîte que vous mettez sur la table de chevet et puis qui est reliée par un tuyau à un masque. Donc on a différentes interfaces. On peut avoir juste un masque nasal comme à ce monsieur, sinon juste un masque narinaire qui prend vraiment juste les narines, ou sinon le facial, le nez et la bouche. Donc ça, c'est à voir avec le technicien qui vous fera essayer différents types de masques et voir avec vous lequel vous convient. Et puis juste 2 mots pour hypersomnie. Donc les hypersomnies, c'est beaucoup plus rare. C'est tout ce qui est narcolepsie, syndrome de Klein-Levin, hypersomnie idiopathique. Donc c'est typiquement des gens qui ont besoin de dormir 13, 14, 15 heures par 24 heures. Ça arrive surtout à l'adolescence et puis ça peut arriver chez l'adulte jeune jusque même 40, 45 ans. On en voit encore des débuts.
Et là, par contre, il y a besoin d'un support technique, donc il y a besoin d'un centre du sommeil. Moi, j'envoie facilement sur Tours, pour le coup, pour les enregistrements. Voilà. Juste avant ça, je voulais juste dire 2 mots. Alors, c'est sur les enfants, sur l'apnée chez les enfants. Alors, regardez vos enfants, vos petits-enfants. On se rend compte, les études sont encore en cours, mais en fait, on se rend compte qu'ils ne savent plus respirer par le nez, ils respirent que par la bouche. Et en fait, c'est un facteur de risque d'apnée, parce que du coup, ils vont grandir bouche ouverte. Et en fait, la langue n'appuie plus sur le palais, et donc ils se retrouvent avec un palais qu'on appelle ogival. C'est un palais très étroit et très creux. Et donc, comme la bouche, c'est une boîte, si le couvercle est très étroit, en fait, on va avoir la mâchoire du bas qui va se reculer et du coup qui va boucher. Donc, ça va créer des apnées chez les enfants. Et chez les enfants, l'enfant n'est pas fatigué, l'enfant est excité, il n'écoute pas la maîtresse, enfin voilà, il est turbulent. Et donc, c'est des patients qui sont étiquetés TDAH, donc trouble déficit de l'attention, alors qu'en réalité, il y a de l'apnée. Et donc, ils sont mis sous Ritaline. Enfin voilà, ils ont tout un tas de protocoles par le psychiatre. Et pour l'instant, on ne pense pas trop à l'apnée. On y pense beaucoup plus à Bordeaux, puisque c'est les pionniers sur l'apnée des enfants. Mais voilà, il faut essayer de sensibiliser les infirmières scolaires, les maîtresses, etc., sur l'apnée du sommeil. Donc, regardez vos enfants. Ça, c'était juste une image. Alors, c'est plutôt pour faire participer vous, pour le coup, et essayer de trouver les erreurs qu'a fait ce bonhomme dans sa chambre. Alors, je ne sais pas si on a un micro qui peut se déplacer. La lumière, oui. Alors, il y a la lumière, il y a même plein de lumières. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Effectivement, la musique, même si la musique, on peut prendre ça comme activité rituelle dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en fait, là, ce qui a voulu être dessiné, c'est une musique très, très forte. Voilà, il faut une musique douce, ça passe, mais une musique très, très forte, non. Oui, la température, ouais. Alors, les pieds à l'air, c'est pourquoi? Parce qu'on peut dormir pieds à l'air. Ça veut dire que le lit est pas adapté. Le lit est trop petit. Voilà, donc il faut faire attention à sa literie, effectivement. Les volets, ouais, donc ça fait la lumière aussi. Le chat, effectivement. Et vous en manque. L'heure? Ah bah, il a le droit d'aller dormir à 23h s'il est plutôt du soir. Le désordre, oui. Et puis il vous manque le téléphone là, effectivement, et la console. Parfait, ok. Et le chat, on l'a dit. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup.